je vais vous raconter très vite une histoire très longue. D'ailleurs, je vais calculer. Je vais vous parler donc du couple et des raisons pour lesquelles on a fait couple au fil du temps, et en tout cas, quelles représentations ont été associées à cette fabrication du couple. Donc, pour aller très vite, comme je vous l'avais annoncé, pendant très longtemps, vous savez qu'on s'est marié par des mariages arrangés pour constituer ou préserver ou garantir un patrimoine, pour s'assurer aussi une filiation légitime. Et puis à partir du XIXe siècle, je vous avais dit que j'irais vite, à partir du XIXe siècle, on est entré dans l'époque de ce que les sociologues nomment l'amour romantique, c'est-à-dire qu'on s'est mis à envisager le couple comme, enfin, un des motifs de faire couple a été celui de l'amour. C'est parce qu'on s'aimait qu'on pouvait se marier, faire couple et se marier. C'était une grande nouveauté dans l'histoire du mariage, puisque auparavant, ça n'était pas une considération digne d'intérêt. Donc, on se marie par amour, et à partir de ce moment-là, peut-être le ver est dans le fruit, parce que qui dit amour dit peut-être aussi désir. Et voilà le grand perturbateur de l'histoire du couple, c'est le désir. Vous savez qu'il entre dans qu'il perd de son illégitimité et qu'il devient une valeur, puisque je crois qu'aujourd'hui on peut dire que le désir est une valeur. Il devient une valeur à partir du moment où la psychanalyse le met au cœur de la construction psychique, à partir du moment où les femmes décident qu'elles vont devenir les sujets de leur désir. Donc nous voici entrés dans cette période au XXe siècle où non seulement on se marie avec amour, mais aussi où le désir devient une valeur du couple. Et aujourd'hui, vous n'avez qu'à regarder les colonnes Maurice. Non, c'est pas ça. Les kiosques. Les kiosques où vous voyez des magazines qui vous parlent constamment des diverses manières de restaurer le couple, le désir, de faire durer le désir, de l'arranger, etc. Bref, le désir est devenu un sujet de préoccupation parce que c'est lui qui légitime encore une fois le couple. Et là, vous le savez, se pose le grand problème nouveau du couple, c'est que le désir a une temporalité qui n'est pas celle de l'amour. L'amour, après tout, peut durer toute une vie, pourquoi pas. On peut aimer quelqu'un, si on ne s'est pas trompé d'objet, on peut aimer quelqu'un toute sa vie. En revanche, le désir, lui, est fugace. Il est voué à la finitude et à une finitude assez rapide. Et peut-être même d'ailleurs que c'est en cela qu'il est si précieux et important, c'est une sorte de manifestation humaine qui obéit, comme la vie, à une finitude, et nous le savons. Alors, où est-ce qu'on en arrive aujourd'hui avec cette irruption du désir dans le couple ? Eh bien, à ce qu'on fasse autant de couples qu'on en défait, puisqu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a autant de mariages que de divorces, et on est en train de devenir, je crois, ce que j'appelle par humour des polygames lents, c'est-à-dire je ne parle pas de polyamour ou de tout ce qui peut arriver en simultané, bien que ce soit très intéressant, comme on vient de l'entendre, mais je parle de cette façon que nous avons aujourd'hui souvent de faire des couples et puis de les défaire et d'en faire de nouveaux, si bien qu'au cours d'une existence, les uns et les autres auront peut-être connu 3, 4, je n'en sais rien, enfin, après ça dépend des gens, mais en tout cas, au cours d'une existence, on aura connu des couples sérieux, des vrais couples, mais plusieurs successivement. Et j'ai l'impression que c'est une tendance générale. Comme toutes les tendances, elles souffrent des exceptions, bien sûr. Je connais des tas de couples au très long cours qui durent une vie, mais aussi, je connais encore plus, je crois, de couples qui se défont et se refont autrement.
Donc nous avons aujourd'hui, je crois, un problème qui est celui d'un... Enfin, je dis que nous sommes dans une période de transition, dans la mesure, ce que j'appelle période de transition, c'est le fait que nos pratiques, faire et défaire des couples successifs, nos pratiques ne correspondent pas à nos représentations. C'est-à-dire que nous maintenons en nous l'espoir, la fiction, la croyance dans le fait que l'amour existe pour toujours, alors que, ça c'est nos représentations, très fortes encore, alors que dans les faits, nous montrons et nous vivons le fait que l'amour ne dure pas toujours. En tout cas, cet amour-désir, puisque j'appelle ainsi, faute de mieux, la nouvelle forme de l'amour, amour-désir, avec un trait d'union, pour exprimer le fait que la composante du désir est entrée dans notre conception du couple. Et j'ai oublié le début de ma phrase. Bref, je voulais vous dire donc qu'aujourd'hui, l'amour-désir ne correspond plus aux représentations que nous avons d'un amour au long cours pour toujours. Donc je ne suis pas très étonnée si aujourd'hui on s'intéresse beaucoup à l'infidélité. On m'a invité souvent ces derniers temps à venir parler d'infidélité. Et au fond, j'y vois là la preuve, ou en tout cas au moins le symptôme, du fait qu'en effet, nous avons cette espèce de problème avec le désir qui est venu déranger la conception de l'amour. Donc on ment, on triche, on se débrouille, on essaye de faire tenir un couple et en même temps on essaye de vivre le désir vif, le désir ardent, et cette double injonction ce double désir que nous avons de durer dans le couple et de connaître pourtant le désir vif fait que nous sommes conduits à mentir, à tricher, à mentir au moins par omission. Comme je n'ai pas tant de temps, je voudrais juste évoquer pour vous le fait que pourtant l'infidélité est au fondement de l'amour. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'histoire des représentations de l'amour, on s'aperçoit que constamment la trahison a fait partie de ces histoires. Et je vais vous résumer très rapidement le mythe fondateur de l'amour en Occident, Tristan et Iseut, tel qu'il a été repris par Joseph Bédier au début du XXe siècle. Mais Bédier a repris les divers éléments du mythe de Tristan et Iseut tel qu'il circulait depuis le XIIe siècle, et il en a fait, comme ils étaient partiels, il en a fait un texte unique. Ce qui me frappe, donc pour le dire très vite, c'est que Tristan et Iseut sont deux personnages dont une des qualités fondamentales, c'est le sens de la ruse. Ce sont de grands rusés, de grands menteurs. Vous savez que le roman lui-même est un roman, je dirais, qui porte en son sein une grande ruse narrative, c'est le filtre. Parce qu'on oublie parfois, ou on passe un peu vite sur le fait que ce mythe fondateur de l'amour en Occident raconte l'histoire d'un breuvage, un filtre magique, qui a été bu par erreur par Tristan et Iseut. Tristan devait ramener Iseut à son oncle Marc pour qu'il s'épouse. La mère de Iseut avait préparé ce filtre pour être sûre que Iseut et Marc, qui devaient le boire ensemble, soient amoureux, soient heureux de ce mariage. Par suite d'une erreur, c'est Tristan et Iseut qui boivent le filtre, et donc les voilà engagés dans un amour qui est à la fois vif, un amour plein de désir. Le roman raconte souvent comme ils sont égarés de désir, comme ils sont fous de désir l'un pour l'autre, et en même temps une sorte d'indissolubilité du couple qui est liée au fait qu'ils ont tous les deux bu ce breuvage enchanté. Donc vous voyez déjà que ce mythe de l'amour éternel est fondé sur une traîtrise. Ça n'est pas la nature humaine, ça n'est pas la nature de Tristan et d'Iseut qui les conduit à cet amour éternel, c'est le fait qu'ils ont bu tous les deux un filtre magique.
première ruse qui structure toute l'histoire. Ensuite, il va falloir que ce couple traverse la société de la cour du roi Marc et qu'ils y survivent et qu'ils puissent vivre leur amour. Et pour cela, pour vivre leur amour et déjouer constamment les accusations, puisqu'évidemment il y a des barons félons qui s'aperçoivent qu'ils s'aiment, qui le disent au roi Marc, etc. Il va y avoir tout au long du roman, c'est ce qui va créer sa structure, qui va créer l'intrigue, les éléments d'intrigue, il va y avoir constamment la nécessité pour Tristan et Iseult de déjouer cette révélation et de faire semblant, de prétendre donc qu'il ne se passe rien entre eux. Donc je n'ai pas le temps de vous le raconter, mais tout le roman est constamment scandé par les ruses extraordinaires qu'ils inventent pour échapper donc à la justice sociale. Et ce qui est très intéressant, c'est que le roman est d'accord avec Tristan et Iseult. Tout le monde soutient Tristan et Iseult, c'est-à-dire en premier chef le narrateur du roman est du côté des amants, mais aussi le peuple des Cornouailles où ils vivent est du côté des amants et réclame, quand ils sont en danger, réclame qu'il ne leur soit pas fait de mal. Les bourgeois de la ville donc réclament qu'il ne leur soit rien fait de mal, etc. Et Dieu lui-même est complice. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises dans le roman, c'est seulement une intervention divine, disons, qui leur permet d'échapper à la justice sociale. C'est pour vous dire que ce premier roman, ce qu'il a d'intéressant, c'est que d'abord, ça n'est pas un roman de l'adultère, comme on pourrait le croire, parce que finalement, le roi Marc est trompé avant même d'être l'époux d'Iseult. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les deux amants sont sur le bateau et boivent leur boisson, ils tombent en amour et d'ailleurs ils pourraient rester ensemble et ne pas rejoindre le roi Marc et Iseult pourrait ne pas épouser le roi. Mais il n'y aurait plus eu de roman sans doute, parce que vous savez bien que l'amour heureux ne se prête que très mal au roman. Donc pour qu'il y ait roman, il fallait, au moins pour cela, il fallait qu'ils aillent jusqu'à la cour, qu'ils se marient et ainsi l'amour va rencontrer différents obstacles qui nourrissent le roman. Mais je dirais que ça n'est pas un roman de l'adultère parce que finalement, ce qui nous intéresse dans le roman, ce qui est présenté comme intéressant, c'est pas tant la relation triangulaire que la relation amoureuse, et le roi Marc est un obstacle, disons, mais parmi d'autres pour faire avancer le roman. Mais il est d'ailleurs lui-même assez favorable aux amants, il leur pardonne des tas de choses à des moments où il pourrait s'apercevoir qu'on est en train de le tromper. Donc, pour synthétiser ce que j'ai essayé de vous dire, finalement, de cette très très rapide visite du mythe, qu'est-ce qu'on peut dire ? D'abord, on peut dire que le premier roman d'amour est un roman de la ruse narrative dans le filtre, ruse répétée des amants et ruse valorisée par tout le monde, les personnages du roman comme par le narrateur. Ce roman raconte une histoire d'amour, encore une fois, et non pas une histoire d'amour et de désir, et non pas pas tant une histoire de mariage. C'est-à-dire le roman résout ce problème des temporalités asynchrones que j'évoquais tout à l'heure de l'amour et du désir. Il les résout par le filtre magique. Le filtre, c'est ce qui permet de vivre l'incandescence du désir, Eros, et c'est ce qui permet de faire durer, contre toute vraisemblance, de faire durer ce désir à l'infini jusqu'à ce que les amants meurent. Pour conclure provisoirement, je dirais que finalement, cet obstacle du mariage que j'ai balayé dans mon propos, en réalité, il n'est pas si anodin que ça. C'est-à-dire qu'on peut remarquer aussi que ce mythe fondateur de l'amour en Occident est quand même un roman triangulaire, où il y a bien un mariage et des amants. Comme si cette problématique de l'amour allait se jouer constamment, de l'amour-désir, allait se jouer constamment
avec une dimension d'infidélité, de trahison, comme si ça faisait partie absolument de la façon dont nous nous racontons les histoires d'amour. Voilà. Merci à vous.